Alors, je m'appelle Hervé Seyss et je travaille au CNRS à l'Institut de génétique humaine, donc IGH, qui est une unité mixte partagée entre le CNRS et l'Université de Montpellier. Et mon équipe s'intitule plus précisément Impact systémique des petits ARN régulateurs. Alors, donc j'avais fait mes études à l'École normale supérieure à Paris. Ensuite, je suis descendu à Toulouse pour faire ma thèse. J'avais choisi un sujet sur les petits ARN, quelque chose qui ne se faisait pas encore tellement à l'époque, et ce labo à Toulouse me plaisait énormément. Et ensuite, je suis parti faire ce qu'on appelle le post-doctorat aux États-Unis. J'avais envie de travailler davantage sur les aspects biochimiques de ces petits ARN, donc je suis parti 4 ans dans le Massachusetts et je suis revenu en France début 2009, donc recruté au CNRS. Et donc je suis revenu dans le labo où j'avais fait ma thèse à Toulouse, donc pendant pratiquement 2 ans. Et ensuite, j'ai déménagé à Montpellier, donc fin 2011, pour créer mon équipe donc à l'IGH, ce qui est mon institut actuel. J'avais entendu parler de cette histoire, un phénomène très mystérieux qui avait été mis en évidence en biologie moléculaire, qui consistait en une répression de gènes spécifiques, c'est-à-dire des gens faisaient, à l'époque ils faisaient des plantes transgéniques, et ils s'apercevaient que le transgène qui était rajouté était réprimé, donc non seulement lui, bon pourquoi pas, la manip n'a pas marché, mais en même temps ce transgène réussissait à éteindre le gène qui était homologue chez la plante. Pendant mon mémoire de master, j'avais fait sur ce sujet-là, ça m'avait plu encore davantage, j'avais eu l'occasion de faire toute la biblio, et donc j'ai cherché une thèse sur ce sujet-là, et donc j'ai trouvé ce labo qui faisait des choses très similaires à Toulouse, et c'est comme ça que je me suis embarqué là-dedans. On le sait maintenant avec 20 ans de recul, c'était vraiment la pointe de l'iceberg. En fait, on a découvert énormément de choses qui étaient passionnantes. À l'époque, c'était juste mystérieux, maintenant on se rend compte qu'il y avait tout un pan de la biologie qui nous avait complètement échappé jusqu'à ce moment-là. Ouais, des évolutions, il y en a eu énormément. Déjà, un aspect tout bête, c'est que les jeux de données qui sont générés maintenant par les expériences qu'on fait aujourd'hui en biologie moléculaire, ces jeux de données sont monstrueux, énormes, et donc on ne peut plus les analyser juste en regardant, en lisant un tableau comme ça à l'œil et puis en faisant des petites analyses à la main. Il faut des automatisations des processus, donc il faut du scripting, quoi. En fait, il faut programmer, et donc il faut savoir programmer maintenant. En fait, il faut savoir faire de la programmation informatique quand on fait de la biologie moléculaire. Et puis d'autre part, la technologie de séquençage aussi a énormément progressé, et ça pour nous sur les petits ARN, ça a été vraiment une révolution, parce que ça permet vraiment de faire de la quantification, de l'identification des petits ARN à très grande échelle assez simplement. Et après, bien entendu, les questions qui se posent, évidemment, c'est la science, hein, c'est-à-dire chaque fois qu'on fait une découverte, ça soulève des nouvelles questions, et donc en fait les questions qu'on se pose maintenant, d'une part on a des outils différents pour y répondre, mais en plus c'est des questions qu'on n'imaginait même pas il y a 20 ans. Pourquoi avoir choisi la recherche, ça date du lycée. En fait, j'avais toujours beaucoup aimé les sciences. Et je ne sais plus si c'était en première ou en terminale, à un moment je m'étais sérieusement posé la question, je m'étais dit bon, maintenant il va être temps de faire un choix, et clairement la recherche ça m'attirait énormément, parce que voilà, j'adorais les sciences, et en faire mon métier c'était un peu un rêve, et puis aussi être chercheur c'est se donner la possibilité de satisfaire sa curiosité. Et donc j'aimais beaucoup les sciences, et j'avais plutôt tendance à être attiré par plutôt les sciences physique, chimie, et je pense que si j'étais né un siècle plus tôt, j'aurais certainement choisi la physique, hein, ça c'est clair. Et il se trouve que là, donc à l'époque, j'ai passé mon bac en 1995, donc ouais, c'était dans les années 93, 14, 15. J'avais l'impression, probablement assez fausse, j'avais l'impression que la physique, la recherche en physique maintenant, c'était essentiellement la physique des particules, qui me semblait pas aussi, qui m'attirait moins que les autres choses que j'avais pu voir par ailleurs, alors que la biologie semblait être encore vraiment en plein essor, quoi, en train de bourgeonner. Il y avait des questions. Par exemple, je me souviens en classe de première, une fois, on avait posé une question au prof de SVT, et le prof avait dit ça, on ne le sait pas encore. C'est pas moi, je ne sais pas, mais c'est l'humanité ne sait pas encore. Il y avait des questions qu'on pouvait aborder en étant un élève de première, que l'humanité ne connaissait pas encore en biologie. Alors qu'en physique, ce qu'on apprenait au lycée, c'était la physique de la Renaissance, ou voire encore avant. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très attirant, évidemment, quand on est jeune, de se dire j'arrive enfin au front de la connaissance, je vais pouvoir un peu gratter à mon tour et faire un peu progresser l'humanité. Alors, le conseil que je donnerais aux étudiants qui envisagent de devenir chercheurs, c'est surtout de ne pas négliger, disons, l'attrait qu'ils ont pour l'aspect intellectuel du métier. C'est particulièrement vrai dans mon domaine en biologie moléculaire, où les expériences en biologie moléculaire, c'est essentiellement de la cuisine. On pipette une solution A dans une solution B, on mélange, on incube à une température, etc. Ça peut être des fois un peu tentant, par paresse intellectuelle, de juste se contenter de faire ces gestes qu'un jour peut-être des robots feront à notre place, sans vraiment réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'il y a dans le tube, comment les molécules réagissent et pourquoi on se pose ces questions. Et ça c'est un truc un peu que je reproche à ma discipline, la biologie moléculaire, c'est d'être tellement lourdement expérimental que finalement des fois on perd un peu de vue l'aspect purement intellectuel, alors que vraiment ce qui est le plus satisfaisant, enfin en tout cas à mon sens, hein, ce qui est le plus satisfaisant dans ce métier,
c'est de comprendre quelque chose, de faire des rapprochements un peu incongrus entre des choses qui semblaient différentes au départ, etc. Et ça exige évidemment de s'intéresser aux aspects conceptuels des choses, donc lire les autres articles et se poser des questions en permanence, et pas simplement avec ses écouteurs sur les oreilles mélanger les solutions, parce que du coup on est en train d'écouter de la musique, on n'est même plus à réfléchir à ce qu'on fait. Et ça, je trouve que ça fait perdre presque l'essence, même le plus intéressant, le plus précieux dans ce métier.